Pierre Anctil, vous êtes professeur titulaire au département d'histoire de l'Université d'Ottawa, où vous enseignez l'histoire canadienne contemporaine et l'histoire juive canadienne. Vous avez été directeur d'études de l'Institut d'études canadiennes de l'Université d'Ottawa et avez obtenu une bourse Killam pour vos recherches sur le poète yiddish, Jacob Isaac Segal. Vous êtes membre de la Société royale du Canada depuis 2012. Cynthia Milton, vous êtes professeur titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire d'Amérique latine au département d'histoire de l'Université de Montréal. Vos projets de recherche examinent les commissions de vérité, les modes informels pour dire la vérité, les mémoires, les représentations artistiques et les interventions culturelles dans la construction de narratifs historiques. Vous êtes aussi présidente du Collège de la Société royale du Canada. Bienvenue. Jean-François Nadeau, vous êtes journaliste au Devoir, dont vous êtes collaborateur depuis 1994. Vous y êtes officiellement devenu responsable des pages culturelles en 2003. Formé en sciences politiques, docteur en histoire, vous avez aussi été éditeur et professeur d'histoire à l'Université Laurentienne à Sudbury. On peut vous entendre régulièrement, quand on ne vous lit pas, bien sûr, sur les ondes de la radio de Radio-Canada, où vous tenez notamment une chronique culturelle, historique, à l'émission le 15-18. Nous allons donc vous passer chacun la parole à tour de rôle pour vous confier le lancement de cette discussion. Mais tout d'abord, je voudrais passer la parole à mon collègue et co-animateur, Jocelyn Letourneau. Merci beaucoup, Lucie. Est-ce que vous m'entendez bien dans la salle? Pas de problème? OK. Alors, histoire de préparer le délectable repas que vous cuisinerons et que vous servirons nos invités, nos panélistes, je vais y aller d'une petite mise en bouche qui, je l'espère, vous mettra en appétit. On dit que le passé est derrière nous et qu'il n'intéresse personne. J'ai l'impression que le passé est omniprésent et que même si on ne le cherche pas, il nous trouve. En tout cas, il se fait entendre. En un sens, la question posée aux intervenants ainsi qu'au public qui sera sollicité in situ et via Internet est un peu la suivante. Que faire de ce qui nous a fait? Que faire de ce qui nous a fait? Or, ce qui nous a fait n'est pas toujours beau à découvrir, non plus qu'à se souvenir. Faut-il pour autant cacher le méchant, le pousser sous le tapis de nos réussites, de nos accomplissements, de nos bontés, bref, laisser dans le placard ces squelettes qui n'ont de cesse de vouloir en sortir, ou mieux, peut-être, détruire le placard et se débarrasser du coup des squelettes? Pour l'historien, la réponse à cette question est assez facile. On ne peut rien enfouir ou dissimuler du passé qui soit connu et qui mérite d'être révélé par honnêteté et par souci de vérité, ce qui est le principe même de la démarche historienne, vous en conviendrez. À cet égard, je me permettrai une parenthèse. Le travail de l'historien, surtout au Québec, est assez aisé. Nous n'avons pas à négocier ce genre d'événements, par exemple un génocide, une collaboration suspecte ou une guerre sale et injuste qui ne veut pas passer. Ou ce genre d'événement qui, chaque fois qu'il est évoqué, polarise radicalement et déchaîne les passions autres que verbales. La conquête peut bien être une citadelle mémorielle, ses entrées sont de plus en plus tenues ou surveillées par des gardes d'apparat du genre Beefeaters. Il en est de même des rébellions et de tous ces épisodes qui forment ensemble le chapelet de la tragédie québécoise. On peut les revisiter sans craindre d'être estropié physiquement ou poursuivi légalement par ceux dont on entend parfois le cri « Touche pas à mon histoire », comme on disait il y a quelques années en France « Touche pas à mon pote ». Bien sûr, certains sujets appartenant à l'expérience historique, disons, québécoise, sont un peu plus délicats à manipuler à cause des circonstances politiques du moment. Je pense aux Autochtones, par exemple, ou aux minorités culturelles, ou aux femmes, bref, à tous ceux dont on a dit qu'ils ou qu'elles étaient exclus du mainstream de l'histoire. Leur réintégration dans la narration globale exige apparemment, dans la conjoncture présente,
une certaine empathie, sinon une certaine sympathie à propos de ce que fut leur situation dans l'histoire. Je ne suis pas certain que cette façon de faire soit la bonne, qui fait passer des acteurs individuels ou collectifs de zéro à héros, ou inversement, ou qui, dans le cas des Autochtones, amène les interprétants à se faire maintenant miséricordieux alors qu'ils étaient auparavant odieux. La mesure est toujours de bon aloi, et les bagatelles ou les bretelles sont souvent aussi importantes que les iridelles structurelles pour se faire une idée des situations concrètes. Il n'y a pas que le diable qui loge dans les détails, les anges y résident aussi. En s'inspirant d'Éric Vuillard, qui, dans son roman L'Ordre du jour, écrivait que la vérité est dispersée dans toutes sortes de poussières, en passant, l'ouvrage de Vuillard portait sur la montée et l'avènement du nazisme dans les années 30, on pourrait dire que les vérités de l'histoire se cachent dans les interstices, dans les plis, dans les anfractuosités, les ambiguïtés et les paradoxes des humains agissant, gémissant et frétillant. Bref, à bas les visions univoques où tout évolue vers le meilleur ou vers le pire grâce à un enchaînement univoque de faits enclos dans un scénario argumentatif à simple trame. L'historien a le loisir d'argumenter, d'ergoter, de diluer, voire de tout recouvrir de mots, de beaucoup de mots, pour permettre à l'avenir de s'élever du passé plutôt que sur son dos. Or, cette possibilité de dire beaucoup, qui est aussi une facilité de nuancer, n'est pas toujours praticable, surtout lorsqu'il s'agit de rendre l'histoire ou de s'y référer par un monument, un nom de rue, une plaque, une inscription, un panneau, un drapeau. Dans ce cas, on est souvent condamné à opter pour une vision particulière des choses. On dira pour répliquer, mais restez neutre. Le souci, c'est que la neutralité cache souvent plus qu'elle ne dévoile. La neutralité neutralise, au sens où elle aseptise, pour reprendre le titre de la table ronde. De bonne ou de mauvaise foi, la neutralité vise à soustraire le passé à ses violences constitutives, qui risqueraient apparemment de diviser, d'enflammer, de déchaîner, d'ébranler, de dépiter, et quoi encore. Ce que fuient comme la peste les sociétés carburant à la devise du vivre ensemble, fantasmé plutôt qu'assumé, dans sa réalité pleine de tensions, de rapports de force, de conflits parfois, en tout cas verbaux, et souvent narratifs. Cacher ces histoires que j'ai horreur de révéler, d'admettre, de souffrir ou de me remémorer, voilà ce qu'on entend très souvent. La question soumise aux intervenants est délicate et difficile. C'est pour cette raison que Lucie et moi avons décidé de la poser sans ambiguïté. Pour permettre aux contemporains de vivre en paix au présent, pour leur donner la possibilité de se débarrasser des tâches historiques avec lesquelles ils sont nés dans une culture, leurs tâches originelles, pourrait-on dire, et pour rendre possible le passage des vivants à l'avenir, faut-il pasteuriser, stériliser, désinfecter l'héritage du passé? Par exemple, faut-il faire disparaître tous ces acteurs qui, par leur attitude ou leur prise de position, ont défendu des causes qui paraissent absurdes à la morale de notre époque, à nos idéaux sociaux et à nos choix politiques? Le cas échéant, je me demande qui pourrait prétendre à l'honneur d'être commémoré, rehaussé, décoré ou monumentalisé. Assurément, pas un seul politicien et pas un seul militaire non plus. Viola Desmond, qui a joué un rôle symbolique et politique important dans l'émancipation des Noirs au pays, vient d'être portraiturée sur les nouveaux billets de 10 $ canadiens. Voici une décision heureuse. Qu'arrivera-t-il si un jour on découvre des pans moins glorieux à la vie de cette pionnière des droits des Noirs au Canada? En Ontario, on veut débaptiser des écoles portant le nom de John A. Macdonald, sous prétexte que le premier ministre du Canada, certainement honorable si tant est que l'on estime que le Canada est malgré tout un produit enviable de l'histoire, sous prétexte donc que Macdonald aurait contribué au génocide culturel des peuples autochtones. Idem dans le cas d'Egerton Ryerson, qui a donné son nom à une grande université de Toronto. Les francophones n'y échappent pas, qui voient l'un des leurs associé au même processus douloureux de désindianisation du Canada. Et j'ai nommé Hector Louis Langevin, dont le nom est même attaché
à l'édifice abritant le cabinet du premier ministre du Canada. Justin Trudeau, qui aime s'excuser autant que gouverner, est-il sur le point d'ostraciser Langevin en le rehistorisant du côté des vilains? Peut-on jouer aussi facilement « je nous le demande » avec la matière du passé? Parce que l'héritage du chef est contestable, en tout cas contesté, devrait-on retourner la statue de Maurice Duplessis dans les caves de l'entrepôt d'où on l'a sorti en 1977 pour l'ériger sur le parterre du Parlement de Québec, ville où le baume, non pas la baume, d'une histoire cool doit transpirer dans toutes les rues et ruelles de la capitale, tourisme oblige? S'il y a le dark heritage, il y a aussi la patrimonialisation soft. Que faire de René Lévesque? Que faire de René Lévesque? Homme admirable à bien des égards, soucieux de démocratie et de promotion sociale, Lévesque était un coureur de jupons notoire, nous dit son biographe Pierre Godin. Qui sait s'il n'a pas abusé de sa position et du pouvoir qu'il détenait pour conquérir des cœurs? En tout cas, il a heurté mortellement un sans-abri à Montréal en 1977, aux petites heures du matin, au retour d'une fête d'amis. Est-ce assez pour déboulonner l'homme de son socle? Puisqu'il s'agit de Lévesque, on sera sans doute enclin à l'indulgence et ne pas lui faire subir ce que l'on fera peut-être encaisser à McDonald's, ou ce que l'on s'apprête à faire purger à Amherst et Colborne, ou ce que l'on a fait pâtir à Dorchester, à Dufresne et à combien d'autres encore dont les noms vaporisés, pulvérisés, gommés tout à coup, n'ont plus convenu à l'humeur et aux attentes d'une époque. L'histoire est violente. L'histoire est violente. Et nous ne voulons ni le savoir, ni le voir, sauf au cinéma. Nous nous confondons en excuses jusqu'à plus soif, notre premier ministre en tête, je l'ai dit, guidant dans leur pèlerinage contrit des cohortes de repentants joyeux. S'il fallait s'excuser pour tout le mal que contient le passé, l'éternité manquerait de temps pour endurer la litanie de nos regrets. Et s'il fallait jeter au rebut tout ce que l'histoire contient qui irrite, l'univers entier ne serait pas assez vaste comme dévidoir. L'une des phrases cardinales de l'imaginaire et de l'identitaire franco-québécois, « la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal », est celle à travers laquelle nous aimerions repenser, réécrire et rééditer le passé pour le délivrer de ses animosités, ou plutôt pour l'expurger des âpretés qu'il ne fait pas notre bonheur de dire. L'histoire, c'est pas une raison pour s'être fait mal. Sommes-nous en voie d'infantilisation historiale? Que faire de ce qui nous a fait? L'histoire est une opération par laquelle la reconnaissance et la distance doivent trouver un terrain d'entente pour se conjuguer dans une narration permettant de passer à l'avenir. Voilà une belle formule. L'incarner dans une politique publique de commémoration, de désignation ou de nomination est un défi qui, personnellement, me dépasse. Nous ne serons jamais assez nombreux pour réfléchir au passé comme sujet d'avenir. C'est pourquoi il vaut la peine maintenant de passer la parole à mes collègues. Bonsoir. Pierre Anctil, je vais adopter la perspective historique à long terme et je vais postuler que tous les gouvernements, tous les États cherchent à proposer, sinon à imposer, une version officielle de l'histoire nationale ou même mondiale, qui justifie leur existence et donne un sens à leurs interventions. Vous savez, il ne faut pas être naïf, c'est monnaie courante. Même si parfois c'est difficile à percevoir pour ce qui est de son propre pays. On baigne tellement dans notre propre histoire qu'on ne voit pas notre gouvernement insister à rappeler cette histoire sous un angle, sous une approche qui lui convient. Parfois, c'est fait très subtilement, parfois pas. Je voudrais juste vous rappeler, par exemple, à Ottawa, le Parlement canadien est sur la rue Wellington. Vous déjà demandé qui est Wellington? C'est le vainqueur de Napoléon à Waterloo. Et tout de suite, ça situe l'histoire canadienne dans un cadre très précis. C'est l'Empire britannique, c'est la domination sur Napoléon. Les lieux publics sont ainsi investis de références plus ou moins explicites,
de monuments, de rappels, de styles architecturaux, parfois ça va jusque-là, qui contiennent et qui imposent systématiquement, aux yeux des citoyens, parfois distraits, parfois pas, un récit historique reconnu, systématique, cohérent. À l'aide d'un vocabulaire historique, d'une interprétation affichée, parfois il y a concurrence, ça arrive que dans certains contextes, il y a une concurrence entre différentes justifications historiques. Par exemple, Québec-Canada, il y a une certaine concurrence, mais souvent, absolument pas, ce n'est pas toléré. Certains historiens se prêtent à cette construction idéologique, alors Jocelyn en a parlé, en devenant des apologistes du régime. Certains historiens écrivent l'histoire officielle, défendent le gouvernement, défendent l'État, et d'autres pas. Alors, je fais l'hypothèse que nommer, c'est s'approprier, et c'est souvent exclure un occupant antérieur, et à certains moments, c'est préparer la venue d'un nouvel envahisseur, puisque le régime ne durera pas, va être remplacé et va connaître aussi sa chute. En particulier, un régime en place va basculer à l'occasion d'une élection, d'une révolution, d'une guerre de conquête, et toutes les références historiques précédentes vont immédiatement être remplacées, dans certains contextes, par de nouvelles valeurs, de nouveaux discours et de nouvelles interprétations historiques. Écoutez, c'est arrivé 3 fois en Europe et en Occident au 20e siècle. 3 grands basculements historiques. À la fin de la Première Guerre mondiale avec le traité de Versailles en 1919, c'est arrivé à nouveau à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec le traité de Yalta en 1945, et c'est arrivé une 3e fois avec la fin du régime soviétique, la chute du mur de Berlin en 1989. À chaque fois, dans plusieurs pays, toutes les places publiques ont été renommées, tous les noms de rues ont changé, il y a eu des changements d'une ampleur exceptionnelle. Je vais vous donner quelques exemples. En 1917, à Moscou, à la Révolution russe, pas celle de Kerensky, celle de Lénine, tous les noms de rues ont été changés, toutes les places publiques, tous les espaces. On a fait complètement disparaître le régime précédent. On a même changé le nom de la ville, Pétersbourg ou Petrograd, pour Leningrad. Dans certaines capitales européennes, en 19, les noms ont non seulement changé, les langues ont changé. Prague, Vilnius, Varsovie ont changé de langue carrément, et les noms des rues ont été traduits. Les places ont été traduites, les gouvernements ont changé de langue, les élites ont été remplacées. À Istanbul, quand le régime du sultan, l'Empire ottoman est tombé, on est allé encore plus loin que ça. On a changé l'alphabet de la langue turque. La langue turque qui s'écrivait en arabe, maintenant s'écrit en alphabet latin. Et c'est au moment du changement que ça a été fait pour bien signifier qu'on passait d'un univers de signification historique à un autre. La ville de Tchernovitz, que vous connaissez peut-être, qui est à la jonction de l'Ukraine, de l'Empire austro-hongrois, de la Roumanie et de l'URSS, a eu 4 régimes au 20e siècle. Un régime en allemand, un régime en roumain, un régime en russe et un régime en ukrainien, actuellement. Chaque fois, tous les noms, toutes les rues, toutes les désignations, toutes les administrations ont changé de langue. Alors, Jocelyn nous l'a bien dit, rien de semblable est arrivé au Québec ou au Canada parce que notre régime de 1867 n'a jamais été remplacé ou renversé. Le pays n'a jamais été envahi. Les liens avec la monarchie britannique ont continué et l'usage de la violence politique est resté très limité. Ici, changer le nom d'une rue, ça fait un tollé. C'est un grave problème historique, c'est un grave problème de société. Alors que c'est une expérience cyclique en Europe et en Occident de cette reconfiguration historique continuelle. Au sud, dans la République américaine, il y a actuellement tous les signes d'une lutte intense entre 2 interprétations de l'histoire américaine. Ça s'est manifesté à Charlottetown, vous l'avez mentionné. En août 17, il y a moins d'1 an, on a voulu, on n'a pas réussi encore, on a voulu déboulonner la statue équestre, magnifique statue sur le plan de son ampleur
et de la qualité de cette statue sur le plan artistique de Robert E. Lee, le commandant-chef de l'armée confédérée. Cette statue avait été érigée en 1924. Ce sont les retombées d'un événement qui s'appelle la guerre civile américaine, qui a duré de 1861-65, un affrontement armé sanglant entre deux conceptions diamétralement opposées de la démocratie américaine, tournant autour de l'esclavage et des droits fondamentaux. On parle du plus important conflit militaire de l'histoire américaine, 200 000 morts, 1 million de victimes, le plus coûteux affrontement de l'histoire occidentale du 19e siècle, basé seulement sur un conflit idéologique et non pas sur une guerre d'envahissement ou d'occupation, puisque ce sont tous des Américains qui se sont battus entre eux. Ce démantèlement des symboles sudistes qu'on observe actuellement, c'est à la suite de la résistance des sudistes, résistance à reconnaître la victoire du Nord, reconnaître l'émancipation des Noirs et reconnaître le progrès espéré des Noirs depuis l'émancipation de 1863. C'est loin d'être terminé. C'est sur 150 ans un conflit idéologique fondamental de l'histoire américaine. Il n'y a rien de semblable ici. Ce que nous avons ici, c'est l'affirmation d'un discours de décolonisation de la part d'un peuple tenu à l'écart d'une lecture ou d'une construction de l'histoire nationale canadienne ou québécoise depuis très longtemps et dont les moyens sont plutôt limités. C'est la volonté d'effacer de l'espace public les traces d'une humiliation collective sous la forme d'une domination coloniale, essentiellement en recourant à des pressions politiques. Amherst, coupable d'avoir suggéré à ses subordonnés vers 1763, et on n'est même pas sûr que ça a été fait, on a juste les lettres qui suggèrent de le faire, suggère de recourir à une guerre bactériologique primitive, des couvertes souillées, pour venir à bout de la résistance des Autochtones. On a mentionné ce pauvre Hector Langevin à Ottawa, qui a été accusé d'avoir été responsable des pensionnats autochtones. Ce pauvre Langevin a été chargé des affaires indiennes pendant seulement 1 an et demi, entre 1868 et 1869, 14 ans avant que les pensionnats autochtones soient créés dans l'Ouest canadien, en 1883. Alors, plutôt que d'effacer le discours historique ou les symboles de l'État canadien ou les personnalités qui ont pu avoir, dans certains cas, des responsabilités, souvent par des interventions intempestives, mal avisées et carrément, dans certains cas, relevant de désinformation historique, comme par exemple dans le cas de Langevin, je pense qu'il faut plutôt élargir, enrichir le débat en offrant une interprétation historique plus englobante, plus complexe, plus approfondie, qui tienne compte des revendications autochtones, de saisir l'occasion qui nous est offerte d'interpréter autrement l'histoire canadienne, pas en l'effaçant, en la niant et en la rebâtissant sur des bases qui ne font pas de sens, mais en tenant compte des revendications autochtones qui permettraient une approche pédagogique de sensibilisation, d'ouverture à la diversité et de reconnaissance des torts causés aux groupes dominés, et ce n'est pas le seul, minoritaires, dominés par l'État canadien, dominés par l'histoire canadienne et jusqu'à très dernièrement exclus de l'histoire. Merci. Merci de l'invitation à participer ce soir. Alors, au cœur de la question de quoi faire avec les symboles de notre passé, que à nos yeux contemporains, c'est un passé douloureux, un passé difficile, et la question de la mémoire collective, pour être précis. La mémoire est pleine de paradoxes, mais ce sont des paradoxes utiles. Utiles dans le sens que les paradoxes nous poussent vers une réflexion plus profonde. J'aimerais proposer ce soir 3 paradoxes qui se trouvent au sein de la mémoire. Le premier, c'est assez long, le deuxième, c'est moyen, et le troisième est assez court. Alors, le premier paradoxe, c'est on a
l'obligation à se souvenir, jamais plus, mais on a aussi le droit d'oublier. Je donne comme exemple 2 poèmes écrits après et pendant une guerre. Le premier poème, c'est par John McCrae, un lieutenant-colonel canadien, qui écrit le poème In Flanders Field, les chants d'honneur, pendant la Première Guerre mondiale. Dans ce poème, il nous exige de ne pas oublier les raisons pour la guerre et ne pas oublier le sacrifice fait par les soldats. Il nous dit, « À vous, de nos mains tremblantes, nous tenons le flambeau. » L'autre poème est d'une poétesse polonaise, Wisława Szymborska, dans sa poème « La fin et le commencement ». Elle commence son poème en disant, et je vais le lire parce que j'ai une mauvaise mémoire moi-même, « Après chaque guerre, quelqu'un doit faire le ménage. L'ordre qu'elle soit ne se fera pas toute seule. » Elle nous dit plus tard dans ce poème, « Ceux qui savaient de quoi il s'agissait ici doivent céder la place à ceux qui en savaient peu, et moins que peu, et enfin rien du tout. Dans l'herbe qui a recouvert les causes et les effets, quelqu'un doit se coucher, une épée entre les dents et bailler au couronné dans les nuages. » Alors, on a dans ces 2 poèmes l'obligation de se souvenir et aussi le droit ou l'espoir de l'oublier. Le deuxième paradoxe aux contradictions qu'on ne peut pas résoudre de la mémoire, c'est que dans le même personnage ou dans un même événement, on pourrait voir un héros ou un bourreau, soit Amherst, Staline ou les autres que nous avons vus sur les écrans. Évidemment, c'est une différence de perspective, de le point de départ de la personne, mais aussi ça dépend de la différence de notre moment historique. Les nouvelles générations vont toujours charger le passé avec un son nouveau. Le troisième paradoxe, et peut-être le paradoxe le plus pertinent pour notre thème ce soir, et qui a été souligné aussi par Jocelyn, vient d'un poète argentin, Mario Benedetti. Il a dit, el olvido está lleno de memoria. L'oubli est plein de la mémoire. C'est plein de la mémoire parce qu'il faut se souvenir de quoi on doit oublier. Merci. Alors, je vous remercie de m'avoir invité. D'abord, je suis très, très honoré, très, très touché. Il est peu fréquent désormais qu'on invite des gens qui appartiennent pour leur travail aux médias dans des espaces qui sont plus intellectuels, disons, et je me plais bien. Je suis ravi que vous ayez pensé à moi, donc très sincèrement pour cette occasion. J'ai beaucoup aimé, tout à l'heure, on a vu un extrait de George Orwell qui disait que l'événement actuel est toujours devant. Ça pourrait être vrai maintenant aussi, puisque Orwell était un formidable décrypteur de nos réalités. Orwell disait beaucoup, il a beaucoup répété quelque chose qui le fascinait chez les petites gens. Il est allé beaucoup faire des enquêtes sur le terrain, autour de Londres, chez les ouvriers, à Paris aussi. Mais il parlait très souvent à leur égard de « common decency », qu'on pourrait très mal traduire par quelque chose comme la décence des gens ordinaires. Il aimait regarder chez les gens autour de lui ce rapport assez simple à la vie normale. Comment les gens, pour vivre heureux, bien, en famille,
au nom du bonheur, se retrouvaient avec une certaine conception de la décence de ce que devait être le monde qui les entourait. Vous savez, ce n'est pas d'hier qu'on renverse des statues. Hein? Je ne suis pas un spécialiste de l'Antiquité du tout, mais on sait qu'après le règne de Néron, le surplus de ces statuettes ont été resculptées pour les offrir sous la figure de son successeur. Des stèles sous l'univers des pharaons égyptiens ont été rasées, littéralement. Hein? Pierre Vadeboncoeur, essayiste formidable, que j'aimais beaucoup, que j'estimais, que j'appréciais, qu'on lit trop peu aujourd'hui, hélas, disait qu'il faut de toute façon voir à renverser les statues pour voir les vers qui grouillent dessous. Nos propres vers, au fond. Hein? Bien sûr, on n'a pas connu ici une histoire, comme Pierre le disait, de renversement massif. Il reste qu'on a néanmoins des traces de comportements qui sont ceux qu'on a connus ailleurs, qu'on trouve ici comme avant. Cette espèce de réplique de la statue de Louis XIV qu'on trouve au pied du Petit Champlain à Québec a été retrouvée au fond d'une fontaine parce qu'on l'avait jetée lors de l'invasion des Britanniques au fond d'un puits. Enfin, hein. Quand vous allez à Saint-Charles, sur le bord du Richelieu, vous voyez que des stèles qui sont là, qui rappelaient des événements de l'univers canadien-français qui étaient là, ont été démolis à coups de baïonnettes. On en a enlevé l'écriture par les soldats. Les habits rouges qui étaient là ont fait la même chose. Le FLQ, en 1963, va s'empresser parmi les premiers événements pour faire disparaître la statue du général Wolfe sur les plaines d'Abraham, sur une avenue qui se nomme, qui est un beau cas de mémoire, l'avenue Montcalm-Wolfe. Hein? Les deux mélangés ensemble. Plus récemment, plus près de nous, on va faire sauter la tête de la reine Victoria. Jacques Ferron, dans une pièce célèbre, La tête du roi, évoque cette destruction de la statue. Hein? On a une partie de sa tête maintenant qui est exposée au musée. Plus récemment encore, Johnny MacDonald, dont on voudrait retirer une partie de la représentation publique aujourd'hui au nom de ce qu'il aurait fait chez les Autochtones, en oubliant ce qu'il a fait aux Asiatiques, aux francophones de l'Ouest, etc. La liste est longue sur Johnny MacDonald. C'est assez fascinant. D'ailleurs, cette restriction de la mémoire à son égard, à cette idée de son rapport avec les Autochtones, on a scié sa tête en pleine nuit à l'anniversaire de la pendaison de Louis Riel il y a quelques années. Sa tête n'a jamais été retrouvée. Ce que vous trouvez à côté maintenant de Marie-Reine du Monde, c'est une réplique de cette tête-là. Hein? Voilà comme rapide introduction. Lorsque je suis revenu de vacances l'été dernier, c'était la folie dans le sud des États-Unis. On enlevait les statues, tout ça. Puis je me suis rappelé qu'on avait sur l'édifice de l'abbé une petite plaque qui rappelait la présence de Jefferson Davis à Montréal. Hein? Les capitaux des sudistes américains avaient largement immigré vers le nord, notamment à Montréal, mais à Toronto aussi. Et c'est à partir de Montréal, en partie, qu'on avait organisé une partie des attaques de sudistes, notamment contre Saint-Alban, au Vermont, où il y a eu un raid de cavalerie là, digne des plus grands films de western américains. J'ai écrit un texte là-dessus qui était strictement informatif. La plaque, d'ailleurs, l'était assurément. Elle disait « Ici, a séjourné l'ancien président Jefferson Davis » et tout ça. Le jour même de la parution de ce texte dans Le Devoir, depuis Toronto, l'abbé a fait enlever la plaque qui s'y trouvait depuis 1957. Le jour même, j'ai tenté de rappeler à Toronto pour savoir sous quel prétexte on fait ça. On n'a jamais voulu m'expliquer pour quel motif on faisait une chose pareille. Hein? On a le cas de l'édifice Hector Langevin, donc on veut bien très rapidement changer son nom à Ottawa, mais on va conserver Johnny MacDonald parce que, c'est difficile de démolir jusqu'au fondement même de celui qui se trouve à l'origine du Canada de 1867. On a un rapport très particulier, en somme, à l'histoire, pour dire vite. On n'a pas seulement un problème discursif à l'égard de l'histoire, on a un véritable problème matériel. Hein?
qui se posent à l'égard de plaques de mémoire de ce type-là, mais aussi, je dirais même plus, là, ces derniers jours, je me suis beaucoup intéressé aux centres d'archives. Les centres d'archives, pour 30 000 ou 35 000 $, les centres d'archives régionaux ferment parce qu'on ne les soutient plus. Hein. Donc, pourquoi tout ça? Je pose l'hypothèse ici, et j'aimerais en discuter avec vous. Au fond, c'est peut-être qu'on préfère désormais dans nos sociétés bien davantage la mémoire à l'histoire. La mémoire est une chose poreuse, bien sûr, qui s'attache à la présence de l'instant, à l'idée d'une expérience vécue, à la transmission d'une identité ou d'un rapport avec des faits qui tient largement à l'oralité ou à ce qu'on a pu raconter, tandis que l'histoire, c'est plutôt en tout cas, de la façon dont je l'envisage, une façon froide de voir les choses. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? En vertu de quoi? Qu'est-ce qu'on peut concevoir à partir de tout ça? Il n'y a pas d'intentionnalité, a priori, dans le fait d'être historien d'un événement. On cherche des faits à les exploiter. Hein? Ça s'exprime parfaitement bien, me semble-t-il, ça, dans ce que j'appelle le phénomène de la réconciliation. Hein? C'est un phénomène qu'on connaît aujourd'hui à l'égard des Autochtones, bien sûr, mais qui a été largement vécu en Afrique du Sud, déjà, à la suite de vous savez quoi, en Australie, à l'égard des Autochtones aussi, mais on pourrait multiplier les cas. Par exemple, dans le Chili de l'après-Pinochet, on a aussi ce phénomène-là. Dans plusieurs cas, ça a été d'abord et avant tout une alternative pour éviter un coûteux et douloureux processus de poursuite judiciaire. Hein? Alors, on attribue une reconnaissance symbolique à un tort au nom d'une représentation narrative standardisée de ce que doit être une victime, au nom de l'histoire, mais au fond, au nom de la mémoire. Alors, l'assujettissement et la dépossession, qui sont bien réels, sont légitimés, normalisés et réglés au travers et au nom d'un discours de réconciliation, dont les mécanismes contribuent non pas à faire connaître, par exemple, chez nous, l'histoire des Premières Nations, mais à les représenter d'abord et avant tout en victimes, surtout si elles sont silencieuses. Alors, par un lavage du paysage de la mémoire, au fond, on ne change pas l'histoire, mais on contribue néanmoins à normaliser la dépossession, ce en quoi, au fond, le système était déjà, ce pourquoi le système était déjà en place, on va le revisiter sous ce mécanisme-là. C'est un mécanisme de normalisation, au fond, d'une situation qui, elle, fondamentalement, ne change pas. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler, par exemple, que dans les prisons fédérales, aujourd'hui, plus du quart de la population est autochtone? Hein? Il a fallu 5, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, 5 rappels du Tribunal canadien des droits de la personne après un jugement historique pour que Ottawa accepte finalement de financer l'éducation des enfants autochtones à parité avec celle des autres Canadiens. Hein? C'est dans le dernier budget, après une multitude de rappels, ils n'avaient plus le choix. Ils étaient forcés de faire ça. Alors, il y a le discours et il y a la pratique. Alors, ce déboulonnement général boulonne, en fait, une forme de silence pervers sous de nouvelles formes qui maintient, au fond, un pouvoir, le même pouvoir qu'auparavant, mais sous un statut nouveau. Ça, enlever des statuts, en somme, ou des plaques, ça ne donne pas des moyens ni un nouveau rapport de force. Ce n'est pas la définition d'une nouvelle identité qui se répercute là. C'est une façon, me semble-t-il, de faire muer le passé sans en changer les principes de domination. C'est un jeu de pouvoir qui s'exerce. C'est donc, en somme, encore, comme par le passé, au nom des critères actifs du présent, comme le laissait présager Orwell d'entrée de jeu, qu'on va établir qu'est-ce qui est légitime de concevoir comme étant un passé commun, le socle commun pour tout, mais sans pour autant que les structures fondamentales de l'État ou du pouvoir soient changées. Hein? C'est la mue du serpent ondulant, qui est aussi celui du pouvoir, qui réussit à se maintenir à travers le temps. Il y a des réactions à ça de toutes sortes. Il y en a une qui m'a beaucoup étonné, c'est celle du fils de Susan Sontag, de qui je suis un
de Sontag, de sa mère, dont je suis un admirateur effréné. Son fils, David Reef, a fait un livre récent qui vient de paraître en français, là, qui s'appelle « Éloge de l'oubli », qui est assez formidable, dans lequel il nous explique que la mémoire, au fond, est quelque chose de toxique, que les sociétés, pour être heureuses, doivent oublier, que l'histoire est l'ennemi de la justice. Ce en quoi il s'efforce de démontrer ça en 300 pages, en nous rappelant à chaque 2 lignes qu'il a une connaissance extraordinaire de l'histoire. Donc, c'est par l'absurde, un peu, une démonstration du pouvoir de l'histoire. Et je comprends qu'il confonde, en quelque sorte, comme beaucoup d'entre nous le confondons aujourd'hui, et cette mémoire et cette histoire. Si on n'est pas capable de regarder le passé froidement, on doit le renverser parce qu'il nous dérange. Dans la mesure où on est capable de se l'expliquer, d'y ajouter des modalités qui permettent de le comprendre, qu'on peut dire, par exemple, que la femme de Johnny McDonald consommait entre 15 et 20 boulettes d'opium par jour à l'heure de la légalisation de certaines drogues, ça peut être un sujet intéressant. On n'est pas obligé de cacher ces choses-là pour rendre des personnages intéressants. Est-ce qu'on doit aussi concevoir que l'histoire se fait en fonction de représentations de personnages importants qui sont toujours, au fond, les mêmes, qui sont issus du pouvoir? Est-ce que le fait qu'on ferme des centres d'archives en ce moment, qui sont des archives de petite mémoire, si je puis dire, qui sont des archives des gens ordinaires, ça ne laisse pas présager que bientôt, tous les débats que nous aurons seront consacrés à des figures d'aujourd'hui qui seront les Hammers de demain? Est-ce qu'il n'y a là pas une volonté ou une nécessité de repenser notre regard sur l'histoire aussi, et sur ce que nous considérons être digne d'intérêt? Voilà ce à quoi je voudrais réfléchir avec vous.